Les fermetures d'églises au Québec ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années et avec raison. Le patrimoine religieux fait partie, après tout, de notre culture, de notre histoire collective. Mais les fermetures se multiplient rapidement, à un point tel qu'au cours de la dernière décennie seulement, pas moins de 285 églises ont changé de vocation ou sont sur le point de le faire. Et c'est le cas de l'église Saint-Jude sur le plateau Mont-Royal, sur la rue Saint-Denis. 3 entrepreneurs amoureux de leur quartier ont décidé de relancer cette église en faisant un spa et centre de santé hyper moderne. Une réalisation citée en exemple jusqu'aux États-Unis. C'était tout un défi pour l'architecte Tom Balaban que de transformer une église et de faire cohabiter une salle d'entraînement et un spa. Jeune architecte, il a fait ses classes en Californie avec le célèbre Frank Gehry. Il revient ensuite à Montréal et débute dans l'univers de la rénovation résidentielle. Son talent et sa créativité lui ont permis de laisser sa marque un peu partout sur l'île, de Rosemont-la-Petite-Patrie au quartier sud-ouest. Tom, vous avez habité aux États-Unis, travaillé aux États-Unis sur la côte ouest, ici au Canada, un peu partout. Pourquoi avoir choisi Montréal pour partir votre firme? Bien, plein de raisons. C'était une ville assez intéressante, puis il semblait qu'il y avait plein de potentiel pour des projets intéressants ici. C'est sûr aussi que le coût de la vie n'était pas très élevé ici. On pouvait se permettre à choisir les projets sur lesquels on travaille. En même temps, il y a plusieurs firmes d'architecture ici à Montréal. À chaque année, il y a des nouvelles qui poussent ici et là. Il y a tout de même 3 écoles d'architecture aussi qui forment les futurs architectes. J'imagine que c'est un milieu quand même assez compétitif. Maintenant, de plus en plus, dans les derniers 2-3 ans, on commence à voir beaucoup de jeunes bureaux apparaître. La compétition fait en sorte que nous, on travaille plus fort, on fait des projets plus intéressants, puis on essaie vraiment de se démarquer d'une façon ou d'une autre. Donc, je pense que la concurrence... ça stimule la créativité. Oui, ça encourage une certaine accélération de l'évolution de l'architecture ici à Montréal. Je trouve ça, c'est positif. Et entre justement les projets résidentiels, le Saint-Jude est arrivé. C'est le plus gros projet que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Quelle a été votre première réaction lorsqu'on vous a dit on veut ressusciter carrément une église sur la rue Saint-Denis? C'était great. Non, c'est idéal comme projet. Il y a une énorme problématique qui est en train d'être étudiée. Comment est-ce qu'on réapproprie, on renouvelle ces espaces, on les réinsère dans la communauté des quartiers. Il y avait la question aussi d'un programme d'une spa scandinave et un centre d'entraînement, déjà les deux ensemble. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Plus, on ajoute à ça le fait que c'est dans une église sur la rue Saint-Denis. C'est un projet idéal. Je sais que vous êtes assez critique quand même par rapport à certains projets qui se sont faits, entre autres pas loin de votre bureau ici, dans la petite Italie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace? Est-ce que c'est quelque chose qui vient vous chercher? C'est pas nécessairement une question de comment on fait le projet, mais dès le départ, l'idée de mettre un bloc d'appartements dans une église, ça ne fit pas. Si c'est une maison privée ou, disons, une cinquantaine de petites maisons privées de 1500 pieds carrés, avec des placards, avec des salles de bain, ça perd un peu de charme. Hein? Et est-ce que vous avez fait un peu de recherche internationale, voir un peu ce qui se faisait ailleurs, trouver des inspirations pour le Saint-Jude? Oui, c'est très intéressant de voir la différence entre les projets qui sont faits en Europe et ici par rapport à la conversion d'églises ou des espaces patrimoniaux. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre là-bas qu'on n'a pas ici encore. C'est-à-dire plus créatif, plus permissif? Permissif, je ne veux pas dire permissif, mais les gens sont plus prêts à accepter du contemporain à côté du quelque chose qui est patrimonial. Ici, ça nous dérange encore un peu. En voici justement une petite dose d'audace européenne. En Belgique, une église a été transformée en un restaurant.
Aux Pays-Bas, une gigantesque cathédrale a été ressuscitée en une librairie, alors qu'en Allemagne, une église abandonnée a été convertie en un centre de la petite enfance pas piqué des vers. Quelle était la commande des copropriétaires pour le Saint-Jude? Je voulais avoir un espace contemporain, une amalgame intéressant d'un centre d'entraînement au conditionnement physique avec une spa scandinave pour un peu présenter un espace de bien-être complet. Donc, on est capable d'aller un jour faire l'entraînement, le spa le lendemain, etc. Donc, vraiment d'intégrer cette centre dans la vie des gens qui l'utilisent. Le Saint-Jude, c'est pas nécessairement un très, très grand espace. Ça a pris combien de temps à designer tout ça? Bien, drôlement, on n'avait pas beaucoup de temps dans le mandat. Nous, on avait juste 2 semaines. 2 semaines? À le concevoir. C'était une drôle de situation, mais c'est une situation qu'on voit souvent dans l'architecture. On a très peu de temps de concevoir un projet pour toutes sortes de raisons, hypothèques, d'autres échéanciers du côté du client, puis dans ce cas... C'est pratiquement le temps qu'on donne à des universitaires là, pour concevoir un projet. Oui, ça fait vraiment, tu sais, nuit blanche, charrette, go-go. C'est un beau défi. C'est un beau défi, mais malheureusement, on devient très habitué dans l'architecture à concevoir très, très, très rapidement des projets. Tony, comment en êtes-vous arrivé à vouloir sauvegarder une église pour en faire un gym? Bon, tout d'abord, moi, ça fait 40 ans que j'habite dans le plateau Mont-Royal. C'est un choix de vie que j'ai fait. J'adore mon quartier. Et au hasard du temps, avec des connaissances des amis du quartier, il y a cette église-là qui a été mise en vente. On n'achète pas une église juste pour le plaisir de posséder une église. Il fallait y trouver une fonction et une activité qui allait être en lien avec le quartier et vraiment permettre aux gens quand même de profiter de cet endroit-là, même si ça devenait un club privé. Donc, on a décidé d'en faire un centre d'entraînement urbain où on offre les services complets de gymnase, des bains thermiques et d'une terrasse avec des bains extérieurs, bains nordiques, plus toutes les facilités qui viennent avec un entraînement encadré. Est-ce que ça a été difficile, justement, de convaincre la Ville? Vous disiez tous les projets ont été refusés. Tout à fait. Je pense, modestement parlant, ils nous ont acceptés parce qu'on était le premier projet à leur dire qu'on ne voulait pas faire des condos ici. Donc, ils ont eu l'oreille probablement tout de suite plus ouverte. Mais ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait changer sur le plan d'ensemble de la Ville de Montréal. La vocation, c'était un lieu de culte. Et juste cette notification-là, ça a pris presque 2 ans avant d'avoir l'approbation de faire autre chose qu'un lieu de culte. Difficile de croire qu'on se promènerait un jour en maillot de bain au Saint-Jude alors que les Irlandais et les Dominicains y ont prié à genoux pendant près de 100 ans avant de mettre l'église en vente en 2006. C'est un projet audacieux. Ça prenait une vision pour convertir une église en centre de santé. Pourquoi avoir fait appel à Tom Balaban? Je pense que la grande qualité de Thomas, c'est qu'il a su manier la lumière ici de façon exceptionnelle. Il a aménagé des pénétrations de lumière de toutes les fenêtres. À chaque heure du jour, on a une vision différente. Une nouvelle peinture. Une nouvelle peinture, un yeux. nouveau... c'est vraiment intéressant parce que les clients qui vont changer leur horaire et tout ça viennent, puis à chaque fois, c'est comme intéressant, c'est nouveau, il y a moins de lassitude. Et c'est là que j'ai compris que architecte, c'était un vrai métier. Parce que moi, qui ai quand même un certain esprit artistique, j'avais beau regarder des plans, tout ça, j'ai jamais vu la vision terminée. C'est-à-dire, j'espérais, je me disais, j'espère qu'il ne se trompe pas. Et des fois, je m'obstinais avec lui, mais il a su garder la rigueur où je pense qu'il devait la garder. Il a su être flexible où il devait être flexible. D'où l'importance de la chimie avec l'architecte parce qu'on doit lui faire confiance. Tout à fait. Puis aussi, ce n'est pas c'est son projet, c'est sa commande à lui,
mais c'est nous qui vivons avec. Est-ce que ça coûte cher, une vieille église? Écoutez, c'est sûr que quand on arrive puis on voit une vieille église, il y a le côté émotif qui dit « Ah, je la veux », puis tout ça. Alors, on va peut-être payer plus cher que la valeur pied carré. Par contre, une fois ça fait et une fois le projet réalisé, c'est sûr que le côté excitant pour nous, entrepreneurs, quand on est arrivé ici, de voir l'Église, il se transmet aussi aux futurs clients. Donc, quand les clients viennent ici pour une visite, je peux vous dire qu'en général, sur 10 visites, il y a 7 à 8 personnes qui s'abonnent et qui souscrivent au projet. Uniquement après une visite? Là. Uniquement après une seule visite. Ils sont rentrés, les gens découvrent l'endroit en passant sur la rue. Ils y rentrent parce qu'ils sont intrigués de savoir qu'il y a autre chose que des activités disons, religieuses ou culturelles dans une église. Puis là, ils voient que c'est un centre d'entraînement. Et en plus, on a voulu faire une offre qui était très complète du point de vue capacité d'entraînement et tout ça. Donc, c'est unique au Canada de retrouver dans un même centre un gym avec les éléments spa et les éléments terrasse et la massothérapie. Ça n'existe pas dans aucun centre d'entraînement au Canada. C'est vrai que votre projet s'est retrouvé jusqu'aux États-Unis? Bien, effectivement, écoutez, premièrement, c'est étrange. À New York, semblerait-il qu'ils sont, eux aussi, maintenant, ils ont des églises qui commencent à être désaffectées. Et ils n'ont pas encore, eux, commencé le processus comme ici, il y a une dizaine d'années, où l'archevêché a commencé à vendre des églises. Et indirectement, c'est une publicité que vous auriez jamais eue si vous aviez eu un gym régulier. C'est définitif. Je peux vous dire que l'architecture nous a amené, premièrement, des grands prix d'architecture canadiens, le grand prix du CIDIM. Je peux vous dire que j'ai fait tout ce qui est média important au Québec à cause de l'architecture. J'ai jamais eu à solliciter une entrevue. C'est vraiment l'intérêt architectural du projet qui a amené les journalistes. Merci beaucoup de participer à la conservation de notre patrimoine religieux. Merci à vous de nous aider à faire ça, parce que je pense que plus vous allez communiquer ça, plus les gens vont voir le bénéfice de lieux comme ça. Là. Il faut juste être assez créatif puis y trouver une spin intéressante. Monsieur Gauthier, on connaît dorénavant l'église Saint-Jude comme étant un centre de santé, spa, massage et tout ça. Comment est-ce que le Conseil aborde ces questions-là de transformation et de conversion? Alors, la façon dont on aborde généralement les demandes qui touchent à la transformation des bâtiments consiste à privilégier des propositions qui entraînent le moins de transformation au bâtiment. En fait, l'idée, c'est de reconduire les bâtiments dans leur qualité architecturale, dans la mesure du possible, de préserver les détails, d'éviter toute transformation irréversible au bâtiment. Alors, l'autre aspect dont on tiendra compte aussi, puis ça s'applique à la majorité des églises, c'est la localisation de l'église et sa fonction dans l'histoire d'un quartier. Qui forme le conseil exactement? Est-ce qu'il n'y a que des architectes ou c'est beaucoup plus large? En fait, c'est beaucoup plus large. Il y a 9 membres. Donc, évidemment, on travaille, on se prononce sur des questions patrimoniales, mais la notion de patrimoine a évolué dans le temps, dans l'histoire, pour inclure non seulement les bâtiments ou les biens matériels, mais éventuellement aussi le patrimoine naturel. Dans ce cas-là, on parle de grands parcs urbains, par exemple, ou de zones protégées, de zones naturelles protégées. Alors, en conséquence, on a sur le conseil des architectes, mais on a aussi des architectes paysagistes, dans certains cas des historiens ou archéologues. On a des... moi, j'enseigne l'urbanisme, alors j'apporte cette expertise-là. Et on a aussi un vice-président qui est biologiste maintenant. Quels ont été les dossiers marquants sur lesquels le Conseil a travaillé ces dernières années, des projets de conversion, transformation, récupération de bâtiments religieux? Un exemple réussi, selon vous, à Montréal? La chapelle du Bon-Pasteur, par exemple. Alors, ça, c'est un exemple qui nous vient en tête. C'est pas un exemple récent, mais là, il s'agit d'une chapelle qui a été convertie
comme salle de concert et ce qui permet en fait aux Montréalais d'apprécier la très grande richesse patrimoniale du lieu. Et évidemment, ce qui ne serait pas le cas si cet ensemble-là avait été complètement privatisé. Un contre-exemple? Je ne parlerai pas d'un contre-exemple, mais il y a un cas qui me vient à l'esprit qui est intéressant en ce qu'il témoigne de l'évolution de notre pratique et de notre approche en matière patrimoniale. C'est celui de l'église Saint-Jacques, en fait, qui est intégré au complexe de l'UQAM sur la rue Saint-Denis. Une église dont on a gardé seulement une partie du transept et puis la façade principale. Alors évidemment, ça partait d'une très bonne intention, essayer de conserver des éléments significatifs du bâtiment pour témoigner de sa présence dans la ville, etc. Mais évidemment, ce n'est pas une solution qui nous paraîtrait acceptable aujourd'hui. On est rendu ailleurs. On est rendu ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, M. Gauthier. Je vous en prie. Alors, Tom, on est présentement dans le cœur du Saint-Jude, dans le cœur de l'Église. Quel était l'état des lieux quand vous êtes arrivé? Mais en fait, l'Église a été délaissée depuis quelques années, donc c'est un mélange de zones qui étaient un peu en mauvais état, mais la structure, elle, était pas mal bonne. C'est sûr, il y avait des morceaux à arracher ici et là, mais c'était pas des gros... Pas de problème de structure? Non, pas du tout. C'était sur le bord, par contre. Quelques années de plus, puis on aurait une autre conversation. Et quand vous êtes arrivé, est-ce qu'il y avait des éléments architecturaux importants que vous teniez à sauvegarder dans le projet? Bien sûr, c'était la coquille elle-même, la voûte, les fenêtres et les vitraux qui nous restaient. On voit quelques-uns ici. On les a tous conservés. Les vitraux principaux étaient partis déjà. Les frères les ont récupérés. Et là, une fois le ménage complété de l'Église, quel a été le concept sélectionné, le concept choisi pour le Saint-Jude? On avait parti avec l'idée de créer une communauté à l'intérieur d'une communauté plus large, le plateau Mont-Royal. Et on a essayé de représenter cette idée avec l'espace ici, le lounge qui est au centre, vraiment au cœur du projet, autant en plan qu'en coupe. Un espace de rencontre entre les différents côtés du projet. Donc, en arrière, ici, on a le centre d'entraînement et de l'autre côté, on a les installations du spa. Donc, vraiment, de commencer par ce cœur et commencer à prolonger, organiser les espaces, les emboîter autour de cet noyau central qui, lui, voit un peu dans toutes les directions à travers les différentes couches de verre. J'imagine aussi que la luminosité qui entrait en compte là, avec la transparence des matériaux. Les propriétés du verre sont très intéressantes parce que on pense que le verre est transparent, mais c'est rarement complètement transparent. Donc, en arrière, on voit le gym, mais les gens dans le gym ne nous voient pas à cause de la différence du niveau de lumière de chaque côté. Donc, on est au gym, on peut regarder le plan de verre comme un miroir. On peut faire des exercices devant le miroir, mais ici, on voit les gens qui sont en train de faire leur exercice de l'autre côté. J'aimerais parler aussi du son, c'est-à-dire que, bon, on a quand même un clash dans le Saint-Jude, c'est-à-dire qu'on a un gym d'un côté, un espace de relaxation de l'autre. On ne veut pas qu'il y ait de contamination sonore, j'imagine, entre les espaces. Donc, comment avez-vous abordé la problématique? On a créé une série d'espaces tampons, presque comme une oignon, donc des couches et des couches d'espace, comme on voit ici. On a un espace tampon entre le gym et le lounge. Et avez-vous fait appel à un acousticien? Oui, certainement. Le transfert de son entre les différents espaces, c'est très complexe. Est-ce que le projet a beaucoup évolué de la table à dessin à ce qu'on connaît aujourd'hui? Bien, ce que vous voyez ici est pas mal fidèle à ce qu'on avait au départ par rapport à l'idée d'avoir cet espace central qui divise le projet en deux, avec le spa sur un côté, le côté plus chaud, le gym sur l'autre côté, le côté plus froid. Et le fait aussi d'avoir séparé les pièces de cette façon-là vous permet d'aborder la question de la température, parce qu'on le ressent lorsqu'on se promène un peu partout dans le Saint-Jude. Il y a vraiment des températures qui fluctuent d'une pièce à l'autre. Oui, mais tout le concept était
pensé au départ avec cette idée de diviser le projet, donc mécanique aussi, lumière, les différents niveaux de lumière, les différents sons dans les différentes pièces et aussi, bien sûr, la température et le niveau d'activité. Donc, on a essayé d'orchestrer un certain changement à travers le rituel de l'entraînement et le rituel du spa. Ce qui visiblement a été très bénéfique. C'est un super projet. Ça vous a pris combien de temps réaliser tout ça du début à la fin, l'inauguration? Pour un concept qui était fait très, très, très vite, le changement de zonage, la construction, ça a pris beaucoup de temps. Donc, je dirais 2 à 3 ans pour vraiment, du début au départ, pour le projet. Félicitations pour ce projet, Tom. Merci beaucoup. Très gentil. Contrairement à ce que laisse présager l'attention médiatique accrue des dernières années, le phénomène des conversions d'églises est loin d'être nouveau. En fait, depuis le début du 20e siècle, près de 850 lieux de culte ont été vendus, abandonnés ou convertis selon la chaire de recherche en patrimoine urbain de l'UQAM. Le problème, c'est que la cadence s'est grandement accélérée au fil des ans. À chaque année au Québec, 50 lieux de culte délaissent partiellement ou complètement leurs fonctions religieuses. Madame Deshommes, est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts au Québec pour la préservation du patrimoine de façon générale ou du patrimoine religieux? On n'en fera jamais assez, mais sans vouloir avoir l'air trop exigeante, j'ajouterais rapidement qu'au Québec, on en fait beaucoup. Le Québec est un des précurseurs au chapitre de la protection des monuments historiques et de la conservation du patrimoine, avec une loi provinciale qui existe dès 1922, une première au Canada. Et pour le patrimoine religieux en particulier, il existe au Québec le Conseil du patrimoine religieux depuis 1995, qui est une fondation qui gère des fonds publics qui vont à la restauration et à la réfection des églises, des lieux de culte plutôt au Québec. Est-ce qu'il devrait y avoir plus de mesures pour aider soit le privé, soit le public à convertir certains bâtiments, à les réutiliser? Il existe des statuts juridiques de protection des lieux de culte en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, par exemple, qui protègent les bâtiments, dans ce sens où on n'a pas le droit de les démolir sans une autorisation du ministère. Mais il existe encore, je crois, beaucoup de mesures à développer pour inciter davantage la sauvegarde des lieux de culte. Est-ce qu'il y aurait des mesures incitatives à mettre en place pour aider justement les conversions, des mesures fiscales, par exemple? Certainement qu'il y aurait des mesures fiscales qui pourraient être imaginées pour encourager le maintien d'un bâti existant. Que ce soit par des crédits fonciers au niveau municipal, par des crédits d'impôt au niveau provincial, voire même au fédéral. Il y a des mesures comme ça fiscales que le domaine de la conservation n'a pas encore complètement exploré. Et j'imagine qu'à la mise en place justement de ces mesures fiscales-là pourrait inciter le privé à jouer un plus grand rôle dans la préservation du patrimoine? Je penserais que oui, à tout le moins, ça ne peut que les encourager. Les encourager à réutiliser, mais peut-être en amont, à faire en sorte que lorsqu'on a un bâtiment existant sur un site, que ce soit moins vu, qu'il soit moins vu comme étant un obstacle au développement, mais peut-être une bonification à un nouveau projet. Est-ce qu'on gagnerait à être un peu plus répressif dans la protection du patrimoine? Il me semble qu'une société qui ne protège que parce qu'elle est contrainte à le faire, pas vraiment une société dont la sauvegarde et l'avenir du patrimoine est assuré. Je pense qu'il y a un travail en parallèle à ces mesures qui existent déjà de sensibilisation pour faire en sorte qu'il y ait une volonté qui parte du milieu, des collectivités, pour faire en sorte qu'il y ait un intérêt qui soit développé et maintenu à l'égard des lieux de culte, mais aussi à l'égard du tissu urbain, que ce soit en raison de l'usage, en raison de l'architecture, de l'histoire, de tous ces facteurs qui font en sorte qu'un lieu peut être valorisé. Et le travail de sensibilisation, vous disiez, au sein des communautés, mais aussi, j'imagine, un travail à faire au sein des promoteurs, au sein des architectes, au sein, finalement, de l'ensemble de la communauté. En effet. Et puis, il y a déjà, il ne faut pas trop se décourager parce que c'est un travail, à mon avis, qui est à long terme. Au cours des 25-30 dernières années à Montréal, au Québec, cette sensibilisation-là, elle s'est accrue.
Elle est devenue, peut-être pas gagnée, mais certainement, elle a gagné du terrain. Il y a un certain paradoxe parce qu'on les a délaissés, les églises, pendant des décennies, à partir des années 70-80, et là, on veut les réintégrer. Comment vous expliquez justement que ce sentiment d'appartenance auprès de nos églises? Il y a eu un réveil au fait que ces bâtiments-là étaient quand même importants, imposants souvent pour la plupart d'entre eux, pas tous. Ils ont joué un rôle important dans la collectivité et ils l'ont maintenu, ce rôle-là, jusque dans les années 80 même. Dans certains cas, ils le maintiennent encore aujourd'hui, ils contribuent. Et aussi, je pense qu'on a réalisé que c'était des bâtiments où on mettait, permettez-moi l'expression, le paquet à l'époque où on les a construits en termes de qualité constructive, mais qualité aussi ornementale, par la richesse des décors, par l'envergure de l'espace aussi. Ça fait partie de la sensibilisation qui a eu cours et qui me semble maintenant plus présente à l'esprit des Montréalais et des Québécois. Et bon, il faut continuer en ce sens-là. Et là, en ce moment, il y a plusieurs églises qui attendent une seconde vie. Il y a vraiment un statu quo. Pensez-vous que les conversions et les transformations vont s'accélérer ces prochaines années? Est-ce qu'on va réussir? Bien, pour les églises abandonnées, je pense que c'est un gaspillage immense que de les voir dépérir sans fonction. Il n'y a rien de plus triste qu'un bâtiment sans fonction, surtout un lieu qui était dédié au rassemblement, qu'on soit laïque ou croyant. Et quand on regarde les projets de conversion réalisés au Québec ces dernières années, il y a beaucoup de petites églises, des églises construites dans les années 40, 50, 60 qui ont été transformées. Par contre, les grosses églises romaines en pierre, celles-là, est-ce que ce sera le talon d'Achille du Québec au cours des prochaines années dans la préservation du patrimoine religieux? Probablement un talon d'Achille, je ne sais pas. On va travailler collectivement à trouver des solutions parce que ce sont souvent des volumes immenses, mais en même temps des richesses inestimables. Merci beaucoup, Mme Néon. Ça me fait plaisir. Le débat sur la conservation du patrimoine religieux au Québec ne fait que débuter. Les abandons d'églises se multiplieront inévitablement ces prochaines années, même si des villes ou encore des promoteurs aventureux comme ceux du Saint-Jude réussissent à ressusciter ces lieux et à les rouvrir à la communauté. Et malgré la multiplication des efforts des principaux acteurs concernés, que ce soit les experts en patrimoine, les diocèses, le gouvernement, ce sont des projets extrêmement difficiles à transformer, mais surtout à rentabiliser à long terme. C'est pourquoi on devra probablement se résoudre à en laisser partir quelques-unes ces prochaines années.